Alors, qui es-tu? Je suis Wesley Duke Lee. Je suis né ici, au coin. C'était la maison de mon grand-père. Et toute mon enfance, j'ai passé ici à Santo Amaro. Santo Amaro est un banlieue de São Paulo. 13 kilomètres du centre de la ville. Il était plus... il n'est pas... il y a quelque temps que je ne parle pas français, alors le mot ne vient très vite. Mais maintenant, cette petite ville est très urbanisée. Mais quand j'étais un enfant, c'était champ. Très vert, très intéressant. J'habitais ici jusqu'à 10 ans. Après, je suis allé en ville avec mes parents. J'ai étudié fait le baccalauréat, n'est-ce pas? Et après ça, je suis allé en Amérique du Nord, à New York, tout pour étudier les arts graphiques appliqués. Parce que mes parents ne voulaient pas que je faisais l'académie de beaux-arts. Alors, il avait une intention pragmatique d'une profession. Et c'était très bon parce qu'il m'a aidé de gagner l'argent qui, comme artiste, je n'était pas possible. Après ça, j'ai habité en Italie, en France, et je suis allé à l'Orient, le Japon, et dans les périodes de ma formation, j'ai dépensé presque 16 ans au dehors du Brésil. Après ça, je suis retourné. Et ma odyssée a commencé. Parce que toute la préparation que j'avais naturellement reçue au dehors était complètement déphasée de le milieu local. J'étais jeune, je n'avais pas la mentalité que j'ai aujourd'hui, et je pensais que pendant beaucoup d'années, je sentais une grande réjection de tout ce que je faisais. Mais ce n'était pas vrai. C'était une chose que les gens ne comprenaient pas. N'est pas une réjection. Quand même, la maturation, j'ai 56 ans maintenant, et après tout ce travail de peinture, même en propagande, en publicité, cinéma, j'ai mis ma main dans toutes les choses. Je suis très fatigué et je veux m'en aller du Brésil. Je voudrais bien aller en Angleterre et dépenser quelques années là pour une récupération de valeur. Quand même, j'ai une vision très intéressante de ma société. Nous sommes de pays colonisés. Nous avons un cadre très intéressant. Et sans aucune plaisanterie, en 200 ans, ça va être une société très intéressante, originelle. Parce que nous sommes en train de faire une mixigénation de toutes les races qui sont venues ici,
indiscriminée. Et la propagation de la culture, même, il faut savoir que les immigrants qui sont venus au Brésil, ce n'était pas une crème, c'était les gens qui étaient très pauvres. Mais quand même, chacun a amené un petit morceau de sa culture. Alors on peut manger sushi avec pizza, normalement, sans aucune rapproche. À São Paulo. São Paulo est le grand centre où cette chose est très critique. Le reste du Brésil, il y a, mais pas si critique comme à São Paulo. Alors, si vous avez 200 ans, ça va très bien. Mais si vous êtes un petit mortal comme moi, il faut que je bouge. L'activité principale pour moi, c'est la peinture. Et c'est la chose que je fais moins. Quand même, j'ai développé un certain style. Et c'était une chose très nouveau pour notre société. Et pendant 35 ans que je suis mis entre peintres, j'ai enseigné l'art dans les académies ici. Il y a formé un mouvement autour de mon travail. J'ai lidéré quelques mouvements, c'est plus dans la jeunesse, de mouvements artistiques, tarara. Et maintenant, j'approche la maturité, un peu en retard, quand même, très amusant. Et je voudrais développer bien ma peinture dans les moments que j'ai compris ma position dans ma société sans aucune haine ou rancœur ou des choses comme ça. J'ai compris ma société. Et cette question m'a libéré pour aller où ce que je veux. Ça, c'est en synthèse très synthétique. Qu'est-ce que tu as fait lorsque tu as voyagé en Italie et au Japon? J'habitais à Milan pendant 2 ans. Je suis allé avec un marchand brésilien qui a ouvert une galerie à Milan. J'étais un des artistes et je suis allé avec lui. Mais avant ça, j'étudiais en France, à Paris. Pendant 4 ans. Et j'avais l'opportunité de voyager beaucoup en Europe. Je connais très bien les territoires. Et après ça, je suis allé au Japon pour la Biennale de Tokyo, où je gagnais le prix. Et je suis allé pour 15 jours et retourné après 1 an. C'était quelle année? C'était 65. Après ça, il y a quelques voyages de temps en temps, mais pas ces longues périodes comme en avant. Non? Ma formation était américaine. À ce moment-là, tous les jeunes qui pouvaient étudier au dehors du Brésil s'en allaient directement à Paris. Mais j'ai préféré d'aller en Amérique. Mon grand-père était américain du côté de mon père et du côté de ma mère était portugais. Alors je suis déjà une petite mélange. Pas si choquante parce qu'en Europe c'est pas si choquante, mais ici c'est choquant. Parce qu'il y a la différenciation de concepts religieux. Mon grand-père était un prêtre méthodiste.
et nous sommes élevés protestants. Et le Brésil est très catholique. Alors il y a quelque chose qui ne va très bien à ce moment-là. Mais ça me donnait une vision très curieuse. Parce que comme j'avais beaucoup d'affect de grand-père de chaque côté, j'ai absorbé les deux concepts sans choc. Et ça m'a aidé de voir les choses d'une manière un peu particulière. Pas différente, mais particulière. Parce que je voyage sur le meilleur de deux. Jesus. Est-ce que tu as transformé l'art au Brésil avec ce que tu as fait? Ça c'est écrit en quelques livres, il y a mes amis qui parlent comme ça, mais je ne sens pas ça. Parce que j'étais très occupé avec mes affaires. Cette chose a contesté. À contester? Non, it happened. Ça s'est passé. Ça s'est passé à révéler de ma actuation. Pour cette raison que j'ai un peu de difficulté à accepter cet honneur, d'une certaine façon, une très grande responsabilité d'une autre façon, mais je n'avais pas l'intention et j'étais même contre la question d'un leader. Un art. Un art, il n'y a pas de leader, il y a des personnalités, des individus. Et il faut rester comme ça dans ma vision. Et toutes les gens qui floquaient autour de moi, j'ai battu pour aller. Mais ils regardaient la peinture, étaient influencés comme moi, j'étais influencé par des maîtres que je ne connais pas. Et les résultats, je n'aime pas trop, pour être bien franc. Je n'aime pas trop. Parce que je pense que les jeunes qui ont regardé mon travail, ils ont regardé la forme extérieure, pas le concept. Mais cette question de concept au Brésil, il n'existe pas encore, normalement dans la société. Nous sommes en train de faire une constitution, c'était déjà la 6e que nous avons fait depuis la République qui était proclamée en 1889. Et nous sommes en train de découvrir la carte. Pour cette raison, je pense que notre société est très drôle. Pour un étranger qui arrive ici, qui n'a pas temps de faire la traduction dans un temps, il peut être très déçu et effrayé. Quand même, il peut trouver beaucoup de choses intéressantes, mais s'il reste un peu de temps, il commence à être un peu nerveux, parce que les choses ne marchent pas comme il connaît. Quand même, ça marche d'une manière incroyable. Si vous avez l'opportunité de voyager le Brésil, c'est un continent, c'est très grand, vous allez trouver des choses très amusantes. Il n'y a pas un pattern, comment un pattern, un padrão, un standard. Non, patron, standard. Il n'y a pas un niveau reconnaissable
reconnaissant. Mais la chose marche. Mais est-ce que ton art, disons ta peinture, est-elle influencée, d'après toi, surtout de tes voyages en Europe, ou est-ce qu'elle est influencée surtout du Brésil? Non, ma formation était faite au dehors du Brésil. La formation, c'est européenne. Anglais, français. Et je ne trouve pas point de touche avec les choses typiquement brésiliennes. Parce que quand je retournais au Brésil, j'étais déjà à 34 ans. Ça s'était formé. Alors j'étais intéressé à des autres choses et peut-être pour cette raison que je suis en train de m'en aller maintenant. Pour profiter de l'exercice artistique que j'avais fait avec des gens qui peuvent changer quelque chose avec moi, parce qu'ici c'est très difficile. Je me sens très isolé. Quand même, je suis un type qui aime les fêtes, les choses comme ça. Je parle avec tout le monde, mais je n'ai pas l'opportunité de parler sur mes réflexions, ma pensée et mon art. Et ça, c'est pas très bon, c'est difficile. Mais d'après les gens qui disent que tu as changé quelque chose à travers de ta peinture dans l'art brésilien, quel est ce changement? Quelle est cette différence avec l'art brésilien? C'était une ouverture, une espèce d'éclectisme que j'avais l'autorité de faire. Et je mélangeais tout ce que j'aimais, sans aucune préoccupation d'une école, d'une académie, de choses comme ça. Quand même, j'étudiais dans une académie, mais après que ça c'était fini, j'ai choisi mon chemin. Et le chemin, c'est l'éclectisme, parce qu'il n'existe autre chose au Brésil. Il n'y a pas une autre chose. Tous ici, il y a une touche de quelque chose d'autre. Tu n'allais pas rencontrer une chose pure. Même dans les Indiens. Parce qu'ils ont fait une très grande migration venue de l'autre côté, du côté pacifique. L'histoire dit qu'il n'y avait pas de gens ici. Nous sommes dans un sol de plus vieux dans le monde. Le Brésil, c'est un sol très vieux. Pour cette raison qu'il n'y a pas de montagnes pointues. Ils sont tous là, comme les grandes peintures d'Ingres, le bain turc. Toutes ces choses rondes. Ça semble beaucoup de femmes deitadas. Non, lay down. Couché dans les paysages. C'est très vert. Mais quelle est la ligne de ton art? Quelle est la ligne de ta peinture? J'étais très influencé par les concepts de la Renaissance, avec des gens modernes comme Paul Klee, Matisse, De Chirico. Tu vois que c'est déjà un choix. mais de première vue, il semble qu'il ne mixe, qui ne mélange pas. Mais c'est pas vrai, il mélange. Et c'était comme j'appelle la chose que je fais réalisme magique. Il n'a rien à voir avec un mouvement qui a été en Italie avant
de la peinture métaphysique. Il avait pour un moment, et après j'ai découvert ça, qui il s'appelait réalisme magique. Mais c'est une idée de comment regarder le monde. Et je regarde le monde avec imagination. Et ça donne l'impression magique. Je ne crois pas dans la magie, mais ça donne une impression magique. Disons, parlons un peu de l'art au Brésil. Moi, j'ai ressenti qu'il y avait une instabilité dans l'art et qu'elle était assez décousue. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. J'aimais beaucoup votre commentaire sur la couture. La question, votre sensation est correcte, mais dans ma vision, on ne peut pas dire des coutures, je ne connais pas la parole très bien, décousu, parce qu'il n'avait rien cousu avant. Nous sommes en train de faire une très grande couture à la patchwork. Beaucoup de morceaux qui ont couture ensemble, n'est-ce pas? Ça, comme je dis avant, c'est cette question de mixage racial, religieux, dans un pays qui habite la contemporanéité. Par les numéros, les agents du gouvernement disent que nous sommes déjà le 8e pays en population et production, même production des armes, des choses comme ça. Mais il y a un grand canyon entre le premier et le 8e. Quand même, nous avons cette position. Le peuple n'est pas, il n'a pas avis de cette situation. Il y a des gens même qui croient qu'il existe un type brésilien, mais je ne crois pas. Nous sommes en train de d'éclairer un type. On peut dire, un peu joint, que nous sommes en train d'inventer une race. Si l'idée que la mixigénation indiscriminée peut donner ça, nous sommes sauvés. Mais si ne marche pas, le désastre sera fantastique. Fantastique. Quand même, je ne crois pas que nous avons sorti de le globe, n'est-ce pas? On va rester. Alors, sur l'art, ou comme les jeunes voient la chose, dans le moment que je suis allé à étudier, ça c'était 52 à New York, le mouvement international des arts c'était en train de changer de pôle. Paris n'était pas le grand centre, New York a commencé à se proposer comme un centre artistique. Il a fait beaucoup de mouvements, le mouvement pop. Ça a influencé beaucoup les jeunes ici. Toujours avec la forme extérieure, parce que la grande partie de jeunes regardaient les revues américaines, mais ne parlent pas anglais. Se regardaient seulement la reproduction. Il y a des artistes que je joue, des artistes qui le style, c'est le style de la revue Art in America. Si tu fais une revue, il la change des artistes, ça ne veut dire rien pour lui. Comment il dit, suck. Non aspiré. Englouti. Il a engloutiné tout ça
il commence à développer son style. Quand même, dans un temps que je peux observer, en disant 30 ans, en regardant les biennales qui sont à São Paulo, cette cohérence a marché à très large pas. De la première à la 16e, on peut regarder comme une marche très intéressante. Si tu vas regarder la chose per se, peut-être on peut être un peu déçu. Mais si vous regardez la société, le développement d'une société, d'un peuple, ça c'est très beau, très très beau, très beau. Fatigant, mais beau. Est-ce que la Biennale de Sao Paulo, qui est quand même très connue sur le plan international, a-t-elle fait transformer un peu l'art des artistes au Brésil? Oui, beaucoup. On disait que les artistes brésiliens étaient exactement 2 ans en arrière des autres. Parce que chaque année qu'il y avait la Biennale, le jeune regardait le dernier cri. 2 ans après, le dernier cri apparaît dans la section brésilienne. Dans la dernière, il y a déjà une tendance de mélange. On peut regarder satisfactoirement toute l'exposition sans choc. Avant, il y avait beaucoup de chocs, de matière, intention, même parce qu'il n'y a pas d'école d'art ici, vraiment. Il y a des instituts qui enseignent les choses un peu mélangées, mais il n'y a pas encore un concept artistique brésilien, si on peut dire ça. Ça c'est ma vision. Très peu de gens vont avec mes opinions, parce que mes opinions sont choquantes pour les gens ici qui se croient déjà très importants. Ça, c'est un défaut de Brésiliens de penser que nous sommes déjà à la page. Ça, c'est pas vrai. Tout le temps que j'ai passé autour du monde, j'ai une compréhension différente. Mais je peux dire que l'effort qu'on fait ici, c'est très intéressant. Très intéressant. Il faut venir pour regarder. Comme tu vas dans une exposition, tu vas voir très peu d'expectatives. Non, d'expectatives. Oui. Alors, tu peux faire un voyage très amusant, j'espère. Si on parle un peu maintenant vidéo, l'art au Brésil quand même est assez proche de l'Europe ou des États-Unis, et elle fait quand même une vidéo très intéressante qui me semble parfois très avancée. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. Je pense que les vidéos n'est pas comme un crayon. Les vidéos ont un standard qui est de la machine. Un stupide peut prendre la machine et il va reproduire la réalité de quelque façon. C'est la chose qui trouble de regarder plus profondément. Parce que le métier de vidéo, c'est très facile, c'est très simple. Je pense que dans le futur, quand les vidéos arrivent à la même simplicité du crayon, je commencerai à regarder comme art. Avant ça, c'est tous moins art. Parce que le vidéo n'arrivait pas encore
à une forme d'expression particulière comme le crayon peut donner. Ça, c'est une chose que je pense, je discute même avec mes amis qui font vidéo. J'essaye de faire vidéo, mais je suis trappé par les concepts. S'il n'y a pas une idée, c'est mieux oublier la chose avant. Ici, ça, ce n'est pas très important. C'est jouer avec la machine qui est important. On dit qu'il a est un jeu, mais est un jeu avec une approximation spéciale. C'est pas direct. La phrase est simple, mais la chose est complexe. Quand même, tous ces jeunes artistes qui jouent avec les vidéos, ils n'ont pas la manière de faire voir ces vidéos. Nous avons... Quantos canais de télévision? Nous avons 7 stations de télévision privées et une statale de l'État. Alors, la question commerciale dans la télévision brésilienne est très forte. Et ils n'ont pas du temps pour montrer les expériences artistiques de jeunes artistes, n'est-ce pas? Quand même, il y a beaucoup de clubs, de galeries et des endroits qui commencent à développer une curiosité et les jeunes gens vont à cette maison où ils passent le vidéo. Ils sont très satisfaits avec cette situation. Quand même, le jeune artiste qui commence à travailler avec vidéo, d'après quelque temps, il découvre qu'il faut gagner un peu de l'argent pour continuer la question. Et là, il arrive dans une impasse qui n'a pas de solution. Il doit faire une autre chose et encarar, como é que chama? Face une situation de réalité qui ça peut donner un peu de frustration. Est-ce que la nature et la vibration magique que le Brésil possède jouent-elles un très grand rôle dans ton œuvre d'art? Sur le point de vue de espace, oui. Nous avons, sans être d'avis, un très grand espace. Quand je suis allé la première fois en Europe, j'ai trouvé tous petites. Même les Alpes, ils sont très hauts. Mais les montagnes sont très près une de l'autre. Ici, non, ils sont très loin une de l'autre. Le paysage que je trouve similaire au Brésil, c'est en Amérique du Nord, le continent. Le contraste, c'est le Japon. Vous êtes très petite, n'est-ce pas? Très petite. Le paysage, là, c'est comme un jeu. Un jouet, un toy, non, un toy, un jouet. Très, très petit, il a un charme incroyable parce que ça peut entrer dans les yeux sans bouger la tête. Ici, il faut que tu bouges pour voir parce que c'est très grand. Alors, cet espace m'a influencé beaucoup. Tu peux regarder, par exemple, que je laisse beaucoup de vide dans mes tableaux. Ça peut donner l'impression qu'il n'est pas fini. Non, non, c'est vide. Nous avons beaucoup de vide espace ici au Brésil. Je trouve, disons, ta peinture très spatiale. Elle cache, disons, une vibration d'un très grand univers.
Est-ce que tu peux nous en parler? Ma prémisse, hein, c'est la mythologie, et la mythologie grecque. Quand même, j'ai étudié beaucoup de mythologie autour du monde, mais je suis un amoureux de la mythologie grecque. Ce grand travail que tu vois là, c'est une espèce de rapproche de le dieu grec avec le caipira. Caipira est hic. En anglais, comment dire, pas paysan, non, c'est pas le caipira. Preguiçoso, é lazy, como é que é? Lazy, oui, É ça, caipira. hypocrite. J'essaie de faire la synthèse de ces deux mondes partant de la mythologie grecque. Quand je nommais mes tableaux avec de dieux de la mythologie, je dois toujours expliquer qui est ce monsieur-là. Parce que la culture ici ne s'intéresse pas beaucoup pour cette question. Le tableau que nous avons devant nous, c'est une idée que je suis déjà 8 ans travaillant ce tableau-là. Parce que quand je réussis de finir celui-là, il y a 17 tableaux qui vont sortir comme un tir. Pas un coup de canon. L'idée, c'est ça. Je pense qu'au début du monde, il avait un système matriarcal. D'après quelques temps, la civilisation voulait faire un change. Ils ont changé les dieux. On tiré la déesse et ont mis un dieu. Ça a commencé le patriarcat. Non? Dans la Bible, vous avez le Apocalypse, qui après beaucoup réfléchir sur ce texte, j'avais une intuition qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans cette témoin, hein? Avec ces témoins. Je pensais que c'était un père, c'était le témoin, à témoin d'un patriarche. Non, c'est le témoin d'un patriarche enragé contre le fils qui s'élevait avec des idées particulières, propres même. Mais le patriarche ne voulait pas ça. Il voulait que le fils paye l'hommage à le patriarcat. Mais cette fille a commencé à refuser. Alors, le témoin de l'Apocalypse, c'est terrible. C'est la fin du monde. Mais si tu regardes le cosmos, il n'y a aucun avis que ça va finir. Le cosmos marche très bien, très monumental. Alors, il faut avancer cette idée-là. Et je pense que la conséquence naturelle, c'est une idée gnostique, que ça va être continué par une nouvelle ère, qui c'est le filiarcado. C'est le fils, la ère du fils. L'ère du fils. Alors, ce tableau qui est devant nous, c'est le blason de l'ère du fils. Ça va commencer tous. Pour cette raison qu'il y a le grand œuf qui va être surmonté
par le bode, comment est bode? Goat, comment on dit goat? Chèvre, non chèvre. Le chèvre Azazel, de le Vieux Testament, le Vieux Testament. Alors ça c'est le concept, l'idée. C'est un embryon. Un embryon. Avec cette idée-là, alors je développe une série. Et j'ai trouvé une série très amusante d'un artiste qui s'appelle Joseph Stella. C'était un Français, il travaillait pour Louis XIV. Et il a présenté les rois, il était un graveur de les imprimeries de rois. Mais il a fait un œuvre dans sa vie. Il voudrait offrir à Louis XIV. Et Louis XIV a reçu comme comment? Un présent. Non, il a reçu le travail et l'idée avec beaucoup de suspects, très suspects, qui le type faisait une blague de son grand royaume. Parce que toutes les situations, c'était fait par des petits, les petits enfants. Oui, les enfants. Et ça m'a pris ma attention. Alors j'allais étudier ce type-là. Et il croyait à cette chose, que le devenir s'était fait pour une era de jeunes. Alors, si tu regardes le développement de la population du monde, dans 2010, c'est quelque chose comme ça, l'état moyen du monde sera 27 ans. Ça veut dire que tu pouvoir avoir un président de la République avec 30 ans. C'est déjà très âgé. Très âgé. Alors, quand je réfléchis sur cette possibilité, je sens que je ne suis pas de cette ère. J'ai envisagé cette possibilité, mais ma formation ne me permet pas, je n'ai pas la flexibilité de prévoir quand sera cette ère. Mais que nous sommes dans une période de grands changes, par exemple, tous les grands monuments de le patriarcat, comme l'Empire, la guerre, sont en train d'être mettre en question. Ce n'est pas une chose que tu acceptes naturellement. Toute la hiérarchie sociale que le patriarcat a promu pendant des siècles, c'est déjà fatigué. Non, c'est fatigué pour cette raison que le chef, le leader, ils n'ont pas de pouvoir. Il y a une très grande quantité de leaders, mais aucune qui est intéressante. Ils ont le pouvoir de ces pays ou ces nations au dehors d'eux, mais elle-même elle n'est pas un personnage inspirateur, pas un leader. Et le concept de les héros, ça va tomber ici aussi, parce que les héros, c'est de la conception patriarcale. Tu peux regarder dans la jeunesse maintenant qu'ils n'ont pas de héros. Ils rechassent l'idée d'héros. Et je ne crois pas que je ne parle pas du Brésil. Ça, c'est une sensation que j'ai universelle. Plus ou moins. En Europe, c'est plus difficile parce que la présence de la tradition est dans chaque pierre que tu trouves. La pierre est là parce que Charlemagne a passé ici. Très bien. Ici au Brésil, nous n'avons pas cette dos traditionnelle de la tradition. Pour cette raison que nous sommes plus fous. Parce qu'il n'y a pas de limite. Les limites de l'autre. Quand il réagit, il te frappe. Alors ça, c'est les limites.
la observation de la loi chez nous, elle n'existe pas. Ça, c'est une chose il y a les juges, mais la loi n'est pas respectée. Pour cette raison que nous sommes une crise politique comme nous sommes. C'est pas la fin. Il faut entendre toujours. C'est pas la fin. C'est au milieu d'un procès. Ça, c'est comme j'ai processus. Ça, c'est comme je comprends la chose. Parler de mythologie, de magie, de l'ère prochaine de l'année 2010, de l'univers. Ton art a quand même une vibration qui est très futuriste. D'après toi, est-ce que j'ai raison ou pourrais-tu me l'expliquer? Non, vous avez raison. J'aime beaucoup le futurisme, j'ai étudié beaucoup le mouvement futuriste. Marinetti, je ne sais pas si tu sais, il est venu à São Paulo. Il a fait un très grand happening ici. Mais je l'ai connu en Amérique du Nord. Parce que l'effort que les écoles d'art ont fait sur l'histoire de l'art, c'est incroyable. En Europe, n'est pas si fort. Il a raison, c'est pour que nous n'avons pas de tradition. Alors il faut étudier plus ça. Alors le mouvement du futurisme m'a engagé avec l'idée de l'ensemble des arts. Tu vois le travail qui est là, il est un travail spatial, presque théâtral. Mais ça, c'est une idée de Marinetti que j'aime beaucoup. Même l'architecture que tu as vu dans les photos de cette maison que j'ai bâtie dans la montagne, près de São Paulo, ça c'est un théâtre. Comme on faisait dans la Renaissance, dans les théâtres Farnèse, à Parme, des choses, ce sont des inventions. Aucune relation avec le milieu. C'est une invention pure. La chose qui m'a influencé beaucoup pour cette maison, c'était le jardin de Bomarzo, près de Rome, qu'il y a la figure très fantastique. Je fais même une petite hommage avec un chat en ciment dans un coin là, comme un souvenir, n'est-ce pas? Alors, c'est drôle les questions que vous me posez me fait penser que c'est une question très drôle. Parce que la mélange est difficile il faut engloutir un grand type dans le modernisme brésilien. C'est un écrivain et un poète qui s'appelle Oswald de Andrade. Il a fait un mouvement en 1922 qui s'appelait le mouvement de la anthropophagie. Et la question, c'était une petite morceau d'histoire dans la fondation du Brésil. Un bispe, comment dire, un bispe, il est venu du Portugal avec des découvreurs, un cardinal qui s'appelait Sardine. Et après qu'il a fait la première messe au Brésil, il était englouti par les Indiens qui ne comprenaient pas très bien qu'est-ce qu'il a dit, mais ils mangeaient. le cardinal Sardine. Alors, sortant de cette blague, il a fait tout un mouvement. C'était une perception très raffinée à cette occasion-là de percevoir
cette chose que je dis brièvement pour toi. C'est comme ça. On mange tous ici. On mange tous. Après, on va voir la digestion comme sera. Alors, quand tu fais des observations sur mon travail, qui c'est une chose très rare pour moi, parce que les gens arrivent ici, c'est ça. Mais tu fais des observations parce que tu as pensé quelque chose. Alors, quand je disais que cette question de le fils, j'étais un combat toujours pendant 8 ans, j'étais en attendant une conception de forme qui c'était différent des autres choses que j'avais fait, ou plus ou moins que j'ai déjà vu. La prémisse, c'est mon jardin. Comme le grand maître Monet qui a fait un jardin comme modèle, et après il a s'assise dans son modèle, il a peint une des choses plus monumentales de l'histoire de l'art. C'est formidable, c'est un enseignement, pour moi c'était formidable, que tu dois construire ton modèle après de bouger, avant de bouger. Après tu peux faire qu'est-ce que tu veux. Alors j'étais en attendant, et ce tableau est venu comme un volcan. Ben, est sorti. Et alors je suis en train de passer cette vision pour la série et développer. Attends que je prends un autre. Parce que nous avons ici un tableau qui est vraiment très différent des autres choses que tu as faites. Et c'est une œuvre qui est d'un côté très spatiale et d'un autre côté qui représente un portrait. D'après toi, quelle vibration? J'aime beaucoup l'art de la portraiture, non? Portraitisme. Très bien. Faire un tableau toute seule, c'est un type de manifestation. La présence humaine impose une attention spéciale parce que c'est la chose plus intéressante pour l'homme, c'est l'autre homme, avant tous. Alors, faire son portrait, c'est un exercice pour moi très intéressant. Et j'essaye de m'approfondir dans des comment se dit, camadas dans la terre quand une chose va sur l'autre. Camada. Slides. Comme si tu as pris une série c'est l'addition. Comme le computer fait. Vous avez beaucoup de screens. Non, non screens. D'écran. Première, deuxième, tu peux mettre une chose dans le troisième. Oui, c'est le computer est dimensionnel. Et je fais les tableaux pour étage. Premier étage, une observation. Après, sur ce travail-là, une autre. Alors, un portrait, c'est plus ou moins 8 screens que tu vois d'un seul coup. C'est ça. On voit maintenant une peinture qui est vraiment très différente de ce que tu as fait, un dessin, pardon. Et comment est-ce que tu exposes, combien de fois tu exposes comme ça des œuvres, combien de temps tu prépares des œuvres et comment est-ce que c'est vu au Brésil? Bon, j'ai une situation de privilège ici parce que je gagne mon argent en décoration, en publicité, des choses comme ça. Et avec l'argent-là,
je suis devenu le patron de l'artiste qui habite en moi. Alors l'artiste n'a aucune pression pour produire. Seulement quand la chose vient, il faut attendre. Ça c'est une part de ma philosophie. La chose plus difficile pour apprendre dans la vie est d'y attendre. L'art de la patience. Pour un jeune, ça c'est affreux. Mais avec les années, je suis très content d'être initié dans cela quand j'étais jeune. Alors, j'expose plus ou moins de 5 en 5 ans, qui est le temps que j'ai besoin de concevoir une autre vision de la même chose. Parce que je crois que l'artiste parle toujours d'une même chose. Cette chose, c'est sa vision particulière du monde. Alors, lentement, dans la progression de la vie, je propose de regarder comme un brillant, un cristal, beaucoup de facettes. Beaucoup. Le plus facette que j'aurai la possibilité de regarder le monde, pour moi, sera une conquête invalable. Alors, c'est alors un très grand voyage à travers ces facettes. C'est un voyage dans l'espace. Et ces facettes t'apportent une lumière pour créer un voyage, si tu veux, dans le futur. Des fois, quand on demande cette chose, je dis que je fais des stories, comics, comment dire. Oui, je fais une histoire de petits tableaux, hein? BD, ouais. Cette histoire, c'est l'histoire de ces voyages, desses voyages, de ces voyages. Comme si tu prenais un avion et allais en Inde. Après, tu retournes et pars pour un autre lieu. Et c'est formidable parce que ce sont des lieux mentaux. Tu vas regarder dans mes tableaux que c'est difficile de dire où est cette chose. Quelle place, où est dans le monde? Il n'y a pas. Il y a des insinuations, mais jamais tu seras sûr de savoir où est-ce que tu es. Et ça, c'est la condition humaine. Regarder ça avec plaisir, au contraire de regarder ça avec peur. Parce que la peur, c'est la grande maladie. Pour moi, c'est la grande maladie. Parce que tous arrivent dans la mente. C'est pas la mémoire, dans le cerveau. En portugais, nous avons deux mots, cérebro pour cerveau et a mente. C'est la chose qui travaille dans le cerveau.